Le marché va-t-il monter? Le marché va-t-il descendre? Ou au contraire va-t-il rester neutre? Ce sont autant de questions que se posent fréquemment des centaines de milliers d'investisseurs à travers le monde, et c'est le fond de commerce de nombreuses publications financières, blogs et chaînes YouTube. Et c'est facile de comprendre pourquoi, parce que c'est un sujet sans fin. Et toutes ces questions tournent autour du grand sujet du market timing. Le market timing, c'est l'idée de sortir du marché au point haut pour rentrer au point bas, de manière à maximiser les retours. Mais pour moi, c'est un questionnement qui n'a pas vraiment lieu d'être et qui ne devrait pas préoccuper la majorité des investisseurs, et je m'inclus dedans. Parce que c'est une perte de temps, et surtout parce qu'on est capable de répondre à cette question une fois de manière définitive. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, mais pour moi, la réponse, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle direction le marché va aller, mais non seulement je ne sais pas personnellement, mais en fait, la réalité, c'est que personne ne sait. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi c'est le cas. Je vais utiliser différents arguments et chiffres et ça va vous permettre de prendre conscience qu'il est en fait inutile de consulter BFM Business, CNBC ou Bloomberg ou je ne sais quoi avant de passer des ordres d'achat. Et deuxièmement, on va voir qu'en fait l'impact du timing sur la performance de long terme est en fait très faible. Et on terminera par une étude que j'ai découverte et qui m'a beaucoup surpris, qui montre que essayer de timer le marché, de deviner s'il va aller à la hausse ou à la baisse et de vendre ou acheter en conséquence, peut amener à des réductions de performance très fortes, tant sur le court terme que sur le long terme. Et ça m'a beaucoup surpris et vous verrez donc cette étude-là. Bon, ça nous fait un bon programme, c'est parti. Tout d'abord, il faut réaliser que les prévisions générales sur le marché sont souvent incorrectes. J'ai mis en description un article du New York Times qui explore bien ce sujet, en particulier pour les prévisions annuelles qui sont, entre toutes, celles qui sont le plus souvent incorrectes. Bon, je vais me contenter dans cette vidéo d'une anecdote dont je me souviens bien. C'était vers la fin de l'année 2018 et comme chaque année, les analystes font une prévision pour l'année suivante. Et à ce moment-là, les prévisions n'étaient pas très roses pour 2019 puisqu'il y avait beaucoup d'incertitudes et au premier rang desquelles les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Et il y avait également une inquiétude plus générale sur le cycle haussier, puisque en fait il avait couru en tout cas aux États-Unis depuis 2009, et en général un marché haussier qu'on appelle bull market en anglais dure 4 ans et demi d'un point de vue historique, et là ça faisait déjà 9 ans qu'il courait, et en conjonction avec une hausse des taux annoncés, on se disait qu'à un moment ou à un autre le cycle allait s'inverser. Bon, rien de tout ça ne s'est produit, puisque l'année 2019, une fois l'année terminée, a été une année exceptionnelle. Le S&P 500, si on inclut les dividendes, a eu une performance annuelle de 31,5% et le CAC 40 a eu une performance annuelle de 30,5%. Donc ce sont vraiment des performances exceptionnelles. Alors vous pouvez vous dire que le consensus qu'on lit dans les médias disponibles pour le grand public n'est pas correct et qu'en faisant davantage de recherches, en lisant des sources contrarian, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas en phase avec le consensus, et en faisant davantage de recherches et de calculs de votre côté, vous allez être capable de prédire correctement l'évolution du marché. Mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que les particuliers qui tentent de boursicoter et prévoir le marché, tentent en général à avoir une performance qui est inférieure au marché. Alors quand je dis le marché comme ça sans préciser, je fais référence à la performance du S&P 500, puisque c'est l'indice de référence boursier au niveau mondial. Et ça s'explique par un biais psychologique qui est assez connu et documenté, qui est que les investisseurs tentent à acheter principalement quand les marchés sont hauts, puisque ça fait déjà plusieurs jours, plusieurs semaines qu'il y a eu des bonnes nouvelles et que le sentiment de confiance est fort, et ils tentent à vendre quand les marchés sont plutôt déjà assez bas en termes de chute, puisque c'est le moment où on a le plus d'informations négatives et que les gens sont le plus pessimistes. Mais on peut aller plus loin parce que si on regarde également les professionnels, et même les professionnels les plus prestigieux et les plus exclusifs jusqu'au hedge fund, en fait, on s'aperçoit qu'eux-mêmes ont tendance à avoir une performance qui est inférieure à celle du marché. Et à ce titre-là, en faisant des recherches, je suis tombé sur un indice intéressant construit par le Crédit Suisse, qui est le Crédit Suisse Hedge Fund Index, qui contient 9000 hedge funds, donc assez complet. Les hedge funds doivent avoir 50 millions d'actifs, 50 millions de dollars d'actifs sous gestion minimum. Donc c'est pas non plus n'importe quel fonds qui est considéré dans cet indice. La performance de cet indice est donnée après frais de gestion inclus. Donc c'est un paramètre important puisque les hedge funds tentent à avoir des frais annuels assez importants, souvent autour de 2%.
Je trouve que c'est un indice voilà, qui est bien construit. Et donc si on regarde la performance de cet indice de 1994 jusqu'à 2019 inclus, on s'aperçoit qu'en moyenne, les hedge funds ont eu une performance de 7,8% par an. Et c'est une performance en fait qui est inférieure à celle du S&P 500 sur cette période, puisque le S&P 500 a eu une performance de 10% par an en moyenne. Donc c'est quand même un différentiel important entre les deux. En fait, il n'est pas possible tout simplement de prédire la direction du marché de manière récurrente. Et c'est ce qui fait dire à Jack Bogle, le fondateur de Vanguard, une des principales entreprises financières aux États-Unis, pour sûr, il serait super de sortir du marché au point haut et re-rentrer au point bas, donc ce que je vous disais précédemment pour le market timing, mais en 65 ans d'expérience dans le domaine, parce qu'il faut savoir qu'il avait 90 ans quand il a dit cette phrase, donc il avait déjà eu le temps de voir pas mal de choses dans le marché. Non seulement je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui savait faire ça, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui savait faire ça. Bon, ce que Jack Bogle ne dit pas ici, c'est qu'il n'est pas possible de prévoir parfois le marché de temps en temps. Et effectivement, des fois, les prévisions du consensus sont correctes, et il arrive parfois aussi que des contrarians, des gens donc, qui s'opposent au consensus, soient corrects. Et si vous avez déjà vu le film The Big Short, qui met en scène différents investisseurs qui réussissent contre tout le monde à prévoir la crise sur les crédits immobiliers aux États-Unis et donc la crise financière qui s'ensuit en 2008, vous savez bien qu'il est possible parfois de prédire la direction du marché. Mais ce que Jack Bogle dit fondamentalement ici, c'est qu'il n'est pas possible de faire ça de manière répétée et systématique dans le temps. Et la conséquence qu'il tire de ça, c'est que ça ne peut pas être du coup la fondation d'une stratégie en bourse. On ne peut pas se baser sur notre capacité à prévoir la direction du marché pour investir en bourse. Si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent et que vous apprenez des choses, prenez 2 secondes pour mettre un like, ça aide bien la chaîne. Une des raisons principales pour laquelle le timing a peu d'importance pour un investissement du long terme, c'est parce que dans la majorité des cas en tout cas, c'est un investissement qu'on va réaliser par petites sommes de manière étalée dans le temps. Donc si vous travaillez, ça va probablement venir d'une partie de votre salaire que vous allez mettre de côté et que vous allez investir petit à petit chaque mois ou chaque année. Et voilà, ça va être vraiment étalé dans le temps et ça va du coup diluer le risque. Bon, c'est la première vidéo où je vais utiliser un livre qui est sur cette pile et je vais vous présenter une étude que j'ai trouvée dans le livre Unshakable de Tony Robbins. Tony Robbins qui est surtout connu pour être un motivational speaker, un speaker de motivation aux États-Unis. Il a écrit quelques livres de finances personnelles et comme il est extrêmement célèbre, il a pu interviewer beaucoup de gérants qui sont très prestigieux et rassembler différentes études qui sont très intéressantes dans ce livre-là. Et il y en a notamment une dans le lot que j'ai trouvé très intéressant qui vient de Charles Schwab. Charles Schwab, c'est un des principaux courtiers aux États-Unis. Et cette étude, donc, le résultat de cette étude, c'est ce graphique-là que je vais vous présenter du coup maintenant. C'est une étude qui montre ce que, au bout de 20 ans, des investisseurs qui ont investi de 1993 jusqu'à 2012 inclus, 2000 $ chaque année, ont pu obtenir. Et ça rejoint bien le sujet de la vidéo puisqu'on a à chaque barre correspond en fait une personne fictive. La personne qui a la plus grande barre et donc la plus grande performance, c'est Mr. Perfect, Monsieur Parfait, et celui qui a cette barre-là, c'est Monsieur Mauvais Timing. Et ce qui est intéressant donc, c'est que Monsieur Perfect Timing, donc c'est vraiment quelqu'un de fictif parce que personne en réalité réussit à faire ça, il investit 2000 $ chaque année comme tout le monde, mais le meilleur jour de l'année, le jour où le marché est le plus bas, ce qui lui permet d'avoir la performance la plus importante. Et Monsieur Bad Timing, il fait l'inverse, il investit chaque année le pire jour de l'année, le jour où le marché est le plus haut et du coup que son potentiel de gain est le plus bas. Et donc ce qui est intéressant avec ce graphique là, c'est qu'on voit que l'écart entre le gain de Monsieur Perfect et Monsieur Bad Timing est pas si significatif que ça, alors que pendant 20 ans, une personne a investi au pire moment de l'année et que l'autre personne a investi au meilleur moment. Et donc, je trouve ça, c'est quand même un résultat assez fort. Et la personne tout en bas que vous voyez ici, c'est en fait la personne qui a choisi de ne pas investir en bourse, mais en obligations de court terme du Trésor américain. Et entre les deux, juste pour être complet, donc on a une personne qui a fait
C'est présenté comme dollar cost averaging, c'est-à-dire cette personne a divisé l'argent et l'a investi chaque mois au lieu d'investir une fois par an. Et on a une personne qui investit tout au premier jour de chaque année. Donc non seulement un mauvais timing n'a pas vraiment d'importance sur la performance de long terme, mais essayer de timer le marché, au contraire, peut avoir des effets importants sur la performance qu'on obtient. Je vais vous citer du coup et vous montrer une deuxième étude qui est également faite par Charles Schwab. Donc les différentes barres qu'on voit représentent la performance du S&P 500 de 1996 à 2015 inclus, donc une durée de 10 ans. Et le S&P 500 a eu sur cette période-là une performance annuelle moyenne de 8,2% par an. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette étude, et c'est la première fois que j'avais vu comment la performance représentée sous cet angle-là, c'est que si on exclut les 10 meilleurs jours sur ces 10 ans-là, donc 10 jours c'est pas grand-chose quand même, la performance passe de 8,2% à 4,5% par an. Elle est quasiment divisée par 2 juste en enlevant les 10 meilleurs jours. Et si on enlève les 20 meilleurs jours, on tombe à 2,1% par an, ce qui est quand même vraiment impressionnant. Et si on enlève les 30 meilleurs jours, la performance tombe à 0%. Et si on enlève les 40 meilleurs jours, la performance tombe à moins 2%. Et ça, c'est vraiment surprenant parce que ces jours-là, c'est des jours qui sont très difficiles à prévoir. Déjà, rien que pour donner un petit exemple, la semaine dernière, alors pour ceux qui regarderont cette vidéo dans le futur, au moment où je parle, la semaine dernière, c'était la semaine des élections présidentielles aux États-Unis. Il faut savoir qu'il y avait quand même de l'incertitude, même si Biden était annoncé comme le vainqueur le plus potentiel dans les sondages. Il y avait de l'incertitude notamment en cas d'une victoire qui n'était pas claire d'un candidat sur l'autre. Et c'est ce qui s'est passé puisque le décompte a duré plusieurs jours et que le lead de Biden n'était pas super évident non plus. Et donc ce scénario d'incertitude pouvait amener les marchés à beaucoup de volatilité, voire de baisse. Et si on regardait la performance de la semaine qui était antérieure, le marché avait été baissier et dans mon esprit je me disais il est possible donc que le marché soit également baissier cette semaine-là pour refléter cette incertitude. Mais rien de tout ça s'est produit puisque durant cette semaine-là, donc la semaine dernière, le marché, le S&P 500 a gagné 7% dans la semaine. Et c'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis quelque chose comme avril. Donc ça montre bien le fait qu'il est très difficile de prévoir le marché et qu'en essayant de le faire, en timant, on peut se tromper facilement et que si on se trompe sur les jours les plus importants, comme on le voit dans cette étude, l'impact est dévastateur sur le long terme. Alors avant de terminer cette vidéo, il faut que je précise quelque chose. J'ai beaucoup tiré à boulet rouge sur les prévisions générales sur le marché parce que pour moi elles sont beaucoup trop larges et beaucoup trop ambitieuses. Il y a des éléments évidemment économiques, des éléments politiques, des éléments géoéconomiques, il y a beaucoup trop de facteurs qui sont impliqués et ça fait que les prévisions sont vraiment difficiles et la plupart du temps fausses. Par contre, il existe un autre type de prévision qu'on voit assez souvent, c'est les prévisions sur les entreprises individuelles. Et là, pour moi, je vois ça de manière différente. Bon, il peut arriver que les prévisions sur les entreprises soient fausses, et ça arrive même, c'est pas rare que ça arrive, mais étant donné que le nombre de facteurs est beaucoup plus bas, puisqu'on considère une entreprise dans un secteur donné, souvent dans un pays donné, il y a beaucoup moins de facteurs et des facteurs qui sont du coup beaucoup plus étudiables de manière précise, et ça fait que les résultats sont plus précis. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura un impact sur votre manière de voir l'investissement, parce que l'idée de cette chaîne, c'est d'être utile et d'avoir un impact positif sur vous qui la regardez. Si vous avez des questions ou que vous êtes en désaccord avec ce que j'ai dit dans la vidéo, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour ça. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bon, sur ce, je vous dis à une prochaine.